il n'y a personne qui a besoin d'autant d'argent. Donc, ni nous, ni nos enfants, ni personne. Et puis, il y a tellement de problèmes dans le monde, de gens qui souffrent, de gens qui pourraient faire des choses de leur vie, pour eux, leur famille, l'impact qu'ils auraient est extraordinaire et tout. Donc, il y a tellement de choses fantastiques qui peuvent être faites. Je ne comprends pas les gens qui ont beaucoup d'argent et qui le gardent ou qui essaient de le faire grossir, etc. J'ai aucun intérêt d'être l'homme le plus riche du cimetière. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes, et ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous proposer une pause avec quelqu'un que je ne connaissais pas, mais personne ne connaissait réellement avant mars 2020. Et puis, j'ai entendu parler de lui tous les jours. Nous avons entendu parler de lui tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'il était présenté comme le Français qui allait sauver le monde. Originaire de Marseille, il choisit d'évoluer au sein du monde pharmaceutique après son diplôme en génie chimique de l'École centrale de Paris. Passé par Biomérieux et le groupe américain Lilly, c'est en 2011 qu'il se lance dans la grande aventure de Moderna. Si les premiers temps sont très compliqués, la Covid marquera un tournant colossal pour la biotech et la guidera à la Maison Blanche où il a promis un vaccin contre l'épidémie en quelques mois, une promesse qu'il a tenue. Le temps d'une pause, le géant des vaccins évoque son parcours, le futur de Moderna, les dessous du développement d'un vaccin, ses espoirs quant à l'éradication d'un grand nombre de cancers, sa rencontre avec Donald Trump, et puis il nous parlera aussi de ses activités philanthropiques. Bonjour Stéphane Bancel. Bonjour Alexandre. Comment tu vas ? Bien, je suis content d'être avec toi. Tu as toujours le sourire quand je te vois. Tu m'avais dit il y a quelque temps de ça qu'il y avait... en fait, tu avais un gène, c'est ça qui était un gène de l'optimisme. Il existe vraiment ce gène ? C'est ce que m'a dit le docteur qui a regardé mon génome. Il m'a dit effectivement que j'avais ce que les médecins appellent le gène de l'optimiste. C'est que j'ai une mutation sur un récepteur de mon cerveau qui fait que j'aurais du mal à être dépressif. C'est un sacré avantage, ça. Fantastique. Avant qu'on parle de Moderna, je voulais revenir à tes origines. Grande carrière aux États-Unis, on y reviendra, mais n'oublions jamais d'où nous venons. Donc toi, tu viens du Sud-Est, puisque tu es né et tu as grandi à Marseille. Ton papa est ingénieur, ta maman était dans la médecine du travail. Classe préparatoire, tu vas à Versailles, chez les GES, comme tu l'appelles, donc les jésuites. Tu intègres donc la prestigieuse École centrale de Paris. Et tu dis, déjà à l'époque, tu t'intéressais à la génétique, tu lisais le Wall Street Journal. Là, on est quand même, tu vois, je connais pas énormément de jeunes qui rentrent ingénieurs, qui codent et qui en même temps lisent le Wall Street Journal. À ce moment-là, t'es tout jeune, t'as 18 ans. Tu te vois faire quoi ? Alors, c'est rigolo parce que très jeune, et je pense que c'est même avant d'être en école d'ingénieur, mon rêve, c'était un jour de diriger une boîte de technologie. Et la taille, je m'en foutais. C'était laquelle ? Tu en avais une en tête ? Alors, je faisais la génération, en plus l'Apple IIc, etc. Je veux dire, tu avais Steve Jobs, et puis c'était les boîtes en Californie qui étaient, on a le même âge, qui étaient assez, si tu veux, le rêve, c'est pour les petits Français et tout, à Marseille, c'est le rêve. Et alors, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment la technologie. Thomson, ça n'allait pas. Tu voulais pas faire Thomson ? Non, pas Thomson, non. Donc, vraiment la technologie au sens large du terme technologie, et comme tu dis, quand je suis à Centrale via la génétique, je suis retourné à la biologie alors que j'avais eu des grosses souffrances quand j'étais plus jeune en classe de biologie, etc. Mais c'est ça qui est fou. Et si tu veux, la taille m'était totalement inimportante. Mais si tu veux, mon but, c'est je voulais une fois dans ma carrière être patron d'une boîte, et ça a été 10 personnes, j'aurais été hyper heureux. Donc, ça n'a jamais été sur la taille et tout. Tu sais, tech, être patron. Voilà. Parce que déjà à l'époque, c'était quoi ? C'était l'autorité ? Non, c'était l'intégration. Je pense des choses, j'ai eu la chance de comprendre tôt, c'est qu'une boîte, c'est un système. Un produit, sur le vaccin qu'on fait, il y a plus d'une centaine de décisions sur le design de chaque produit. Mais si tu optimises qu'un bout et que tu oublies tout le reste, tu fais un truc qui ne marche pas bien ou qui ne marche pas. Et donc pour moi, une boîte, c'est un système. Et ce que j'adore, pour moi, l'aspect hyper fun d'être directeur général d'une boîte, c'est qu'une boîte, c'est un système très complexe entre tes clients, tes fournisseurs, tes employés, les départements, la science, etc., qui est en permanence, tu essaies toujours de la remettre en équation et qui en permanence est redéséquilibré.
Et pour moi, le fun intellectuel d'une boîte, c'est de toujours voir est-ce qu'elle est en train de se déséquilibrer et la rééquilibrer en permanence, quoi. Stéphane, je te propose maintenant une pause amicale. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. Quelles compétences recommanderiez-vous de développer en priorité chez les élèves ingénieurs pour maximiser leur impact et répondre aux défis qui nous font face? Question de Romain Soubéran, qui est le directeur donc, de Centrale Supélec, parce que depuis que tu es parti, ils ont donc fusionné avec l'école Supélec. Je pense que c'est comment développer la capacité des gens à collaborer. Parce que à la fin, tous les gros problèmes nécessitent beaucoup de métiers différents à venir ensemble et à résoudre ensemble ces problèmes. Et je pense que on a tendance des fois à insister beaucoup sur l'aspect technique, analytique de la formation, mais souvent, tu as des gens qui sont formés au métier d'ingénieur qui en fait oublient les sciences, je dirais, soft, de comment est-ce qu'on collabore, comment est-ce qu'on pose des questions, comment on intègre des gens qui ont des styles différents, des éducations très différentes. Et tu as vu ça, une différence entre l'école d'ingénieur en France et ce que tu as vu aux États-Unis dans les écoles, ou les écoles où sont tes filles aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est soft skills, parce qu'on parle de ça, hein, Ouais. est-ce que tu penses que c'est moins présent ici, que ça devrait être plus développé? Est-ce qu'il n'y a pas de valeur? On ne donne pas beaucoup de valeur en France dans les soft skills. Par exemple, la présentation, je pense que tu n'as jamais eu aucun cours de présentation avant d'arriver à Harvard. Non, effectivement. Alors la présentation, c'est un aspect important, mais je ne pense pas que c'est l'aspect soft skill dans le sens travailler en collaboration en équipe, mais c'est important. Effectivement, moi, je me souviens, mes filles étaient au collège aux États-Unis, elles présentaient devant la classe régulièrement, quoi. Elles passaient le week-end à préparer la présentation, à stresser, à faire leur petite carte avec les points essentiels qu'elles voulaient dire, à le présenter, et à s'entraîner. Alors qu'elles avaient 13 ans, 14 ans. Exactement, elles s'entraînaient à la maison et elles savaient la pétoche de passer devant toute la classe et les professeurs le lundi matin, quoi. Mais je pense au niveau collaboration, moi je l'ai vu, si tu veux, plus à Harvard Business School. Alors c'est vrai que c'est dans le monde plus business que l'ingénieur, mais c'est te faire réaliser via donc les fameux cas d'Harvard Business School, que on est tellement tous biaisés par notre formation, notre milieu professionnel, notre milieu familial, etc., qu'on voit tous un même problème de manière très différente. Mais comme on vit que dans notre peau et dans notre cerveau, on pense que c'est la seule manière de voir ou de résoudre un problème, quoi. Et j'avoue que la force de la diversité des parcours des gens, des manières de penser a été vraiment renforcée énormément à Harvard, où tu vois, des fois, j'ai un cas sur la boîte XYZ, tu bosses dessus 2 heures le soir, tu crois que tu as trouvé la bonne solution, c'était super le truc et tout, et là, tu es en classe et tu as un médecin qui fait des commentaires où tu n'as même pas réfléchi. Après, tu as un avocat qui, pareil, sur la même boîte, la même situation, de tel problème à régler business, regarde une autre dimension où tu n'as même pas réfléchi. Et au bout de 90 minutes, il dit, merde, j'ai même pas pensé à tous ces points, quoi. C'est pas que tu n'as même pas d'opinion, tu n'as même pas pensé. Et ça m'a beaucoup formé dans le futur pour la construction de mes équipes, que ce soit à Lilly, à bioMérieux ou à Moderna, de toujours m'entourer de gens très différents de moi pour s'occuper de mes blind spots, quoi. On se retrouve après Centrale. Tu étais assez fan du Japon, tu pars là-bas, tu fais ton stage de fin d'études, hein, et là tu rentres dans ce groupe bioMérieux, qui est un géant du diagnostic infectieux, propose un poste. Qu'est-ce qui te fait passer de ce que tu fais, que tu aimes faire, c'est d'avoir cette mission de changer et sauver des trajectoires de vie, là, très clairement, de sauver des vies. Et là, tu dis, je vais faire un MBA. Qui t'en parle en premier de ce MBA? J'ai beaucoup été aidé par mon oncle. Un de mes mentors, c'est mon oncle, donc le frère de ma maman, qui est parti aux États-Unis en 82, je crois. Et dans le software. Et qui... et comme moi, je t'ai dit, je me voyais toujours, un jour faire du business. Et donc, je m'étais dit... donc, j'avais parlé. Il me dit, ouais, va d'abord faire une école d'ingénieur pour apprendre de la science, un vrai métier, etc., et tu peux faire du business plus tard. Faire l'inverse, ça, c'est pas vraiment faisable. Et donc, ce que j'avais fait, et puis effectivement, étant européen, toi, ayant bossé donc 3 ans au Japon, j'ai en fait postulé qu'à des MBA américains. Je ne sais pas postulé un MBA européen, même qu'il y a des très bons MBA, bien sûr, en Europe. Hein.
me disant la vraie valeur, c'est non seulement ce que je vais apprendre à l'école, le diplôme que je vais avoir, mais ce que je vais comprendre tous les jours d'être aux US, quoi, de vivre aux US. La culture. Voilà, exactement. Et donc, j'ai déposé mon dossier à 4 universités américaines, j'étais prise dans 3. Comment tu as financé? Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que Alain Mérieux est un immense gentleman. Exceptionnel. Et quand j'ai dit à Alain Mérieux que j'avais été pris à Harvard et que j'allais malheureusement quitter BioMérieux, une société pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Hein. T'imagines cette expérience dont on vient de parler est beaucoup marquée. Alain a été un grand gentleman comme il jouait. Il dit bon, on prendra ça en charge. Et donc, à la fin du MBA, je rencontre Brenda, qui devient mon épouse pendant le MBA, et jamais je ne peux pas rentrer à Lyon. Et je lui explique pourquoi. Je pense que c'est vraiment la bonne, et il me dit, très Alain Mérieux, quand il me dit Stéphane, la famille, c'est la priorité la plus importante. Je comprends. Et je dis donc, je vais rembourser, et il me dit non. Je dis non, je lui dis excusez-moi, il me dit non, vous inquiétez pas. Ça, c'est la classe. Hein. Ouais, la classe. C'est la classe. Alain Mérieux, c'est la classe. Je te propose, Stéphane, une pause, mais c'est pas qu'une pause amicale, c'est une pause familiale. On parlait tout à l'heure, tu parlais de la rencontre avec ton épouse, Brenda. On va écouter une question de Brenda. You graduated business school in the year 2000 when the dot-com went off and you got lots of different jobs. Why did you pick making medicine? Tu as ton diplôme en 2000, on est en plein dans le premier boom d'Internet. Tu sors d'Harvard, tu peux tout faire. Mm-hmm. C'est quoi les deux connexions dans ton cerveau qui disent c'est médecine? Plusieurs choses. La première, c'est... Merci Brenda déjà. Hein? Et alors Brenda, elle l'a pas dit dans la question, mais Brenda dit souvent, quand elle décrit notre rencontre, décrit souvent que c'est sans doute un des moments qui était important dans sa décision, que sans doute c'était le bon gars, quoi. Parce qu'effectivement, donc... c'est elle qui t'a choisi, hein. il faut résumer, hein. C'est elle qui t'a choisi. Et donc... si tu veux, effectivement, cette période d'Harvard, c'était une folie. Tu trouvais des jobs n'importe où, avec des salaires de fou. Et que ce soit du consulting, de la banque, et puis plein de jobs Internet. Il y a même des collègues de promo qui n'ont pas fini leur école et qui ont rejoint des boîtes pendant que nous, on était assis sur les bornes étudiants et qui, d'ici que nous, on ait notre diplôme, aient eu leur boîte vendue. Et ils sortaient avec 4, 5, 10 millions de dollars, alors que nous, on n'avait même pas diplômé encore. Il fallait rembourser vos exactement. Et donc, je vais un peu revenir à mes bases, quoi. C'est-à-dire que j'ai un petit peu papillonné à faire des entretiens avec toutes ces boîtes-là. Et puis, c'est revenu sur le fait que c'est vraiment ce qui me plaisait, c'est cette expérience que j'avais eu à BioMérieux dans la santé, d'utiliser sur mon temps sur cette planète pour aider les autres. Donc, tu vois, ça aussi, ça se PGS, etc., tout dedans. Et puis, j'aime bien être contrarien, moi. J'aime bien faire des trucs différents, tu vois. Après avoir fait Centrale, toi, je suis allé faire du commercial en Asie avec BioMérieux. Après avoir fait le MBA, je suis allé faire de la production à Lilly. Et donc, effectivement, j'ai fini par retourner en médecine parce que je voulais aider les autres. Donc là, tu as 29 ans, tu rentres dans ce grand groupe pharmaceutique qui s'appelle Lilly. Tu es responsable donc, de la stratégie de production et des chaînes d'approvisionnement. Donc là, on est à nouveau dans le dur. Donc je te retrouve à Indianapolis. Tu lances tout un tas tu règles des problèmes industriels, essentiellement. Et puis, tu fais parler de toi. Tu réussis dans ce que tu fais. Et là, tu vas te retrouver quelques années après à être invité à déjeuner par Alain Mérieux, là on est en 2006, et là il a entendu parler de toi, tu étais rentré dans le groupe Mérieux après Lilly, et là qu'est-ce qui se passe là? Donc Alain me contacte et il me dit je passe à Bruxelles, donc à l'époque j'étais patron de la filiale de Lilly à Bruxelles, et j'aimerais vous voir, je veux bien sûr, donc ça fait plaisir, donc on déjeune ensemble. Là, tu t'es dit mince, j'ai besoin, il a besoin un peu d'argent, il faut que je lui rembourse. Non, ça non. Et il me dit, je viens pour voir de la famille et tout. Donc, je dis OK. Et puis, je suis tout content de le revoir. Et donc, très Alain, c'est-à-dire qu'on parle de tout, de la santé, de l'économie, de la géopolitique, de la Chine, etc. Donc, très Alain, on fait le tour du monde et le tour de tous les sujets à peu près pendant le déjeuner. Et puis, littéralement, entre le fromage et le dessert, il me dit, au fait, on est en train de réfléchir avec... donc Christophe et Alexandre,
ses fils qu'on voudrait un nouveau patron à Biomérieux qui soit la génération des enfants et qui s'entende bien avec les enfants pour la prochaine phase de Biomérieux. Et donc, on est en train de discuter avec pas mal de candidats. On m'a conseillé de voir large. Et donc, j'ai proposé votre nom. Et donc, je veux savoir si, premièrement, est-ce que vous êtes intéressé. Mais en fait, il me dit, je ne sais plus exactement la formule, parce que c'est il y a longtemps, mais il me dit un truc du style, mais vous ne faites pas trop d'illusions, vous êtes quand même très jeune, quoi. Bon, à l'époque, j'avais 33 ans, quoi. Tu étais très jeune. Ouais. Alors, je lui dis, premièrement, je suis ravi et touché. Et je lui dis, moi, le plan, c'est que je parte au Japon pour Lilly, pour diriger la filiale Lilly. J'ai jamais regardé hors de Lilly, bien que j'ai eu plein d'appels de chasseurs de tête, qu'ils ont été super avec moi à tous les niveaux. C'est une boîte que j'aime beaucoup. Mais bon, si c'est pour la direction générale de Biomérieux, qui est une boîte que j'adore, on peut discuter. Puis c'est là que tu connectes avec son étoileur, que ça avait toujours été mon rêve un jour de gérer une boîte de tech, de technologie. Ouais. Pour moi, Biomérieux, c'était une boîte de technologie comme les Moderna. Et donc, on fait les entretiens au bout de quelques mois. Et puis un jour, j'ai le coup de téléphone qu'il m'offre le poste. J'ai lu qu'à cette époque, parce que là, c'est vrai que tu es chez Lilly, et là, tu te retrouves dans un monde différent, un monde de la biologie, où les projets, pour la première fois devant toi, ne sont pas des projets de production où globalement, tu mets et tu reçois. Là, tu te dis, la durée est longue. Et Alain te prévient de ça. Et en fait, il prévient, mais on sent qu'il y a un modèle de monde Alain qui a l'habitude de ce temps long, et toi qui es sur le temps court. Cette impatience qu'on voit quand tu vas dire aux yeux du monde, quand le monde s'est arrêté, vous savez quoi, moi je vais y arriver, et ça va être plus vite que ce que vous pensez, pendant la Covid, ça vient d'où ça tu l'as toujours eu, ce côté impatient, ce côté... Ouais, j'ai toujours. Toujours. Et tu as réussi à comprendre d'où... Mais c'est qu'il y a un aspect intéressant de la manière dont mon cerveau fonctionne, c'est que normalement le cerveau pense linéairement. Ma tête fait des allers-retours à 5, 10, 20 ans en permanence. C'est un muscle naturel de mon cerveau. Et donc, si on perd 1 heure aujourd'hui, c'est pas l'heure d'aujourd'hui qui m'emmerde, c'est l'heure dans 3 ans pour tel produit qui va pas être lancé. Et que tu accumules ça dans tous les processus pendant 3 ans, c'est en fait, on est en train d'avoir des gens qui vont mourir à cause de nous, quoi. Et c'est ça, si tu veux, qui est... Ouais, mais j'entends, et c'est vrai que la mission est plus que noble, mais ça doit t'épuiser. C'est lourd à porter, ouais. Une nouvelle pause amicale. Quelqu'un qui a un message à te faire passer, on écoute. Mon cher Stéphane, j'ai suivi votre magnifique réussite aux États-Unis. Elle me réjouit. Maintenant, il faut revenir en France et qu'on fasse ensemble de belles choses pour les pays en voie de développement. Merci. À plus. Alain, ils sont à plus. Toi, il vient pas te voir à Boston, hein, il le fait à travers pause. Je sais pas. Hein. Par contre, je pense que le message d'Alain, c'est sur les pays émergents en termes de médecine. Alors, on en parle régulièrement. On a 2-3 projets intéressants. On a monté en fait une application de Moderna qui est pas très connue parce qu'on fait encore un pilot tranquille. Bon, il y a peut-être, 20 ou 30 universités qui sont dessus aujourd'hui. Donc, on a créé un App Store de Moderna, où en fait, des scientifiques, aussi bien à Oxford qu'à l'Institut Pasteur à Paris ou l'Institut Pasteur à Tunis, sur laquelle d'ailleurs m'avait mis en contact avec eux pour faire un nouveau vaccin. C'est une plateforme, donc tu dis de... Ouais, en fait, tu peux, si tu es scientifique, hein, donc c'est un expert en infectieux à Pasteur ou au Japon, n'importe où, si on te donne accès à la plateforme sur Internet, et ce qu'on fait une fois que l'université a signé un accord cadre avec Moderna, n'importe quel chercheur de cette université, donc a un mot de passe, etc., se connecte. Et tu peux designer un vaccin sur Internet, Moderna, avec toute la technologie Moderna, le même vaccin que Covid, hein, donc vraiment le best-in-class technologie qu'on a. Et tu peux faire ça si tu connais bien le virus sur lequel tu veux faire un vaccin. Tu peux faire ça en 10 minutes. Tu appuies sur « Commander ». Ça part électroniquement à Moderna, à notre usine à Boston. On fait ton vaccin ou tes vaccins que tu as designés, c'est à différentes hypothèses scientifiques. Et 4-5 semaines après, on t'envoie un FedEx avec tes vaccins dans des flacons qui arrivent dans ton labo et que tu vas tester toi-même sur tes modèles animaux, dans tes boîtes de pétri de cellules humaines, etc., pour valider ton produit. Modèle économique ? Alors, le modèle économique sur les pays en voie de développement, c'est de trouver des financements de style Fondation Gates. Donc, par exemple, on a aujourd'hui un vaccin contre le VIH qui est financé par la Gates en termes de coûts d'essai cliniques.
sur lequel on a mis donc, cette plateforme dispo dont je viens de parler, qui s'appelle Moderna Access. Donc, c'est le nom de l'App Store. Et ce qu'on s'est engagé avec la Gates, c'est donc eux, ils financent les essais cliniques. Et dans les pays émergents, on vend le produit à coût de fabrication. Et dans les pays riches, donc les droits sont à nous. Et donc on facture ça au prix de la valeur du produit, comme les produits normaux. Comme on parle beaucoup de Moderna, on a beaucoup entendu parler de ce ARN, donc en fait, ce que tu appelles le messager. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu as développé, quelle est l'unicité, ce que tu as pu faire de manière assez simple? Tu nous expliques ça? Ouais. Donc, l'industrie pharma, depuis à peu près 150 ans, fait ce qu'on appelle des molécules analogues, où chaque molécule, l'aspirine, le Viagra, le Lipitor, prends la molécule que tu préfères, sont des produits qui sont uniques au niveau chimique, qui donc prennent un temps fou à développer dans les laboratoires, dans les animaux, qui ensuite, la plupart d'entre eux échouent en essais cliniques, comme la plupart des gens ont lu, plus de 90% des produits qui démarrent en essais cliniques échouent, ne sont jamais approuvés. Et il faut tout reprendre chaque fois. Et pour les produits qui marchent, il faut que tu construises une usine dédiée à ce produit. Donc c'est quand même un truc de fou, quoi. Un budget considérable. Voilà. Arrive l'ARN messager. Donc l'ARN messager, c'est une molécule d'information qu'on a tous dans toutes nos cellules, qui est la molécule de la vie. Il y a de l'ARN messager dans les plantes, dans les poissons, dans les êtres humains. Il n'y a pas de vie qui existe sur la Terre qu'on connaît qui n'a pas d'ARN messager. C'est quoi la différence entre l'ADN et l'ARN? Ouais, alors c'est une bonne question. Alors, je prends une analogie là. L'évolution a fait un truc extraordinaire entre d'avoir ces deux molécules, l'ADN et l'ARN. Donc l'analogie que je prends, c'est le livre de toutes les recettes préférées que ta grand-mère t'a laissées. Tous les trucs qu'elle faisait quand tu étais gamin, elle t'a mis tout écrit dans un livre. Et le livre, c'est ton ADN. Donc tu as plein de recettes, comment faire l'insuline, comment faire l'hormone de croissance, etc. Chaque page, c'est la recette d'une protéine différente. C'est ton ADN, c'est ton livre. Mais pour ne pas abîmer le livre quand tu vas dans la cuisine faire la recette de la mousse au chocolat où tu mets de la farine et des œufs, etc., la vie a fait un truc super bon. C'est qu'il a fait une photocopie de la page uniquement de la mousse au chocolat. C'est l'ARN messager. Donc en fait, quand ton corps fait de l'insuline dans ton pancréas, si tu n'as pas un diabète de type 1, l'instruction de la molécule ou la protéine d'insuline est dans ton ADN, dans ton livre de recettes, mais pour ne pas faire cette protéine à partir de l'ADN et de prendre le risque d'abîmer l'ADN, la vie fait une copie uniquement de l'instruction de tout le livre, où tu as toutes tes protéines de ton corps, de la molécule de l'insuline, dans un ARN messager de l'insuline. Donc c'est en fait une photocopie de la page de la recette de mousse au chocolat, et une fois que tu as fait la mousse au chocolat, tu mets la recette à la poubelle, la photocopie à la poubelle. Tu as laissé pendant tout ce temps le livre dans ta bibliothèque pour ne pas l'abîmer. Et c'est pour ça que c'est hyper important, parce qu'en fait, on sait aujourd'hui que les cancers, c'est toujours une maladie de la molécule d'ADN. Toujours, quel que soit l'organe. Donc, comment, pourquoi l'évolution a voulu protéger comme un petit peu une molécule hyper importante, ta molécule d'ADN, et donc créer cette photocopie. Et c'est ça l'ARN messager. Et donc, quand on a eu, si tu veux, les fondateurs de Moderna qui m'ont contacté, donc de Harvard et MIT au démarrage de la boîte, et ils m'ont dit, tiens, on va monter une boîte qui fait des médicaments à partir d'ARN messager. Je leur ai dit, bon, vous êtes fous, c'est un truc qui ne marchera jamais. Mais après, l'idée qui m'a beaucoup séduit, la raison pour laquelle j'ai démissionné de Biomérieux, c'est que je me suis dit, si on arrive à faire une molécule, on va créer une plateforme. Parce qu'en fait, les 4 molécules qui codent chaque molécule d'ARN messager, dans ton corps, dans le mien, dans celui d'une souris, etc., c'est les mêmes molécules, et c'est toujours les mêmes. Donc là, on est en 2011. En 2011. Tu es chez Mérieux. Tu as ces personnes qui ont une idée, qui ont testé quelque chose sur une souris à ce moment, qui t'en parlent, et t'hésites longuement avant de prendre ces décisions. Et donc là, on revient sur la personne qui partage ta vie, ton épouse, Brenda. Donc c'est vraiment à ce moment-là que ce choix, il se fait à ce moment-là. Tu lui poses la question, qu'est-ce qu'elle te dit à ce moment-là? Alors, elle me dit plusieurs choses. Alors, on en parle déjà depuis une semaine ou deux. Je parle aussi à beaucoup de gens scientifiques, quelques prix Nobel de médecine. C'est à Boston, il y en a pas mal, donc ça aide. Pour dire est-ce que c'est vraiment un truc de fou ou pas. Alors, il faut savoir que tous mes amis me disent t'es fou. Et tous mes amis. Il n'y a pas un seul? Il n'y a pas un seul qui me dit vas-y, quoi. Tous mes amis me disent t'es complètement fou. T'es un super job à Biomérieux.
Et donc, on en parle l'autre fois avec Brenda. Et puis, toutes les grosses décisions qu'on a prises familialement, on les a toujours prises à dîner dans un resto. Alors, on va dans un petit bar à vin italien tranquille près de chez nous. On laisse les enfants qui sont petites avec une babysitter. Et on passe une soirée autour d'une bonne bouteille de vin à discuter. Et puis, si tu veux, ce qui a vraiment beaucoup attiré Brenda dans le projet, c'est le fait qu'on pourrait faire des médicaments pour lesquels aujourd'hui il n'y a aucun espoir. Et l'exemple que je prenais pour elle, parce que Brenda, c'est une photographe, donc c'est une créative, c'est pas une scientifique. Donc il fallait que j'explique la mousse au chocolat à ma créative, et est-ce que c'était la reine, etc. Et bon, Brenda est adoptée, et comme toute femme, en plus adoptée, hypersensible aux enfants, etc. Et l'aspect de la technologie qui l'a beaucoup touchée, c'est les maladies génétiques rares, sur lesquelles, pour beaucoup d'entre elles, il n'y a aucun espoir pour les enfants et leurs parents. Et une applicative de Moderna qui était évident au démarrage, c'est de donner l'instruction de l'ARN messager, correcte que toi et moi on a dans notre ADN, que ces enfants n'ont pas, leur donner cette instruction via une molécule d'ARN messager qu'on ferait nous dans notre usine, pour qu'ils aient la bonne instruction pour faire la bonne protéine dans leur corps. Et donc quand tu lui expliques ça à table, elle te dit « Mais pourquoi tu y penses? Voilà. C'est fou, tu démissionnes. » Voilà, donc ma femme, elle me dit, elle m'a vraiment surpris, elle me dit « En fait, c'est pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, tu dois faire ça. » T'avais plus le choix, là. Et j'étais folle ou quoi? Et je lui ai dit, tu réalises qu'il y a 5% de chance de succès, quoi. Et tu vois, elle me fait une petite pause, elle dit, bon, je suis pas très bonne en maths, mais donc ça veut dire 95% de chance d'échec. Je dis, ouais. Et elle me dit, eh bien, c'est pas grave, il faut quand même que tu essayes. Et je lui dis, pourquoi? Et elle me dit, parce que tu es tellement têtu que si cette technologie a une chance de marcher, tu es sans doute une des rares personnes qui va pouvoir le faire. Parce que je vais essayer de passer par la porte, par la fenêtre, par la cheminée. Du moment où c'est éthique et légal, tu vas essayer tout ce qui est possible avant de mourir. Sur les financements, normalement, un monde hyper régulé, le monde des biotech, beaucoup plus régulé que quasiment tous, et ce qui est bien normal, puisque là tu touches à la santé de tout le monde. L'échec est la norme dans ce marché-là, et en plus l'échec il n'est pas en 2 mois, parce que l'échec il est en quoi, 8 ans, 10 ans, c'est assez long, c'est long, et souvent avec des montants qui sont considérables également, parce qu'il faut tester et autres. Comment tu nous expliques un peu, comment toi tu es allé convaincre les gens? Il te faut rapidement 50, 100 millions. Ouais. Tu fais comment pour convaincre les gens alors que tu as un beau CV, mais tu n'as rien, tu n'as pas de produit, tu as une idée, tu as une belle feuille blanche. Ben, j'ai été toujours hyper honnête, comme j'essaie de toujours l'être avec les gens. Et donc, j'ai essayé de trouver des gens qui voulaient que leur argent ait de l'impact et assez d'argent pour être prêt à prendre des risques. Et j'ai toujours dit aux gens, de manière très honnête, ça sera ou 0 ou beaucoup. Et j'ai aucune idée de la probabilité des 2 scénarios, aucune idée. C'est impossible de savoir parce que c'est une technologie que personne n'a jamais travaillé au niveau clinique. Mais ça ne fait aucun sens scientifique si c'est qu'on n'est qu'un produit. Donc on aura 0 produit ou beaucoup de produits. Qui est le premier qui t'a fait confiance? Donc le premier tour de table, c'était donc Flagship, le capital risque. Moi j'ai mis de l'argent perso. C'est que Brenda a commencé à dire non, il est vraiment fou, il met nos économies dans la société en plus d'avoir pris une réduction de salaire de 80% par rapport à son salaire à Biomérieux. Là, c'est comme poser des questions. Ouais, est-ce qu'il est sérieux? Là, tu as dit, mais c'est toi qui m'as poussé. Exactement. Et bien, les premiers qu'on a mis, c'est en fait un groupe d'investisseurs privés en Suisse. Il y avait un ancien investisseur de Moderna très sympa qui... Moi, j'en connais quelques-uns de ceux-là. Ouais. Et je dois avouer qui sont très heureux quelques années après. Et le premier industriel que tu allais voir, parce que là, ils peuvent mettre 5, 10 millions, 15 millions, ce qui est beaucoup d'argent. Mais qui est le premier qui a vraiment... c'est AstraZeneca qui a mis la première fois... Donc, qui pourrait être vu pour les gens qui nous écoutent comme un concurrent. Oui, mais alors pas dans le métier. C'est-à-dire que ça fait maintenant sans doute 20 à 30 ans que de plus en plus, la plupart des molécules lancées sont des molécules en fait, qui viennent de petites sociétés biotech. La pharma, dans les grosses sociétés pharma traditionnelles, je pense, l'essentiel d'entre elles ont perdu vraiment la capacité d'innovation, donc faire de la recherche. Ils sont très bons en essais cliniques, outils industriels, affaires réglementaires pour approuver les produits commerciaux, etc. Mais je veux dire, la niaque d'innovation, ils l'ont quand même tous à peu près perdu. D'ailleurs, souvent on dit le vaccin Pfizer, c'est le vaccin BioNTech, bien sûr, comme on sait, c'est la boîte allemande qui a cette technologie. Pfizer a fait ce qui a permis au vaccin d'arriver aux patients, ils ont fait l'essai clinique, l'industrialisation, etc. Ce qu'allait faire AstraZeneca avec toi quand tu as eu le premier 100 millions, 200 millions. Exactement. Donc AstraZeneca, tu as vu,
cette nouvelle technologie, bon, à l'époque Moderna, c'était 20 personnes, on avait des données dans 6 singes, donc c'est vraiment hyper le début, quoi. Mais la chance qu'on a eue, c'est que donc AstraZeneca venait juste un nouveau patron qui s'appelle Pascal Soriot, qui est un des rares patrons de la pharma qui comprend la science super bien. Il y a plein de patrons de la pharma qui sont des gens du marketing, de la finance, des fois des avocats. Ils sont perdus là, quoi. Voilà. Alors que Pascal est très très fort en science, il a beaucoup d'imagination scientifique, hein, qui est bien sûr un compliment. C'est-à-dire qu'il est capable de voir ce que les choses peuvent être et peuvent devenir si elles marchent. Et Pascal a pris le pari. Bon, AstraZeneca, ils ont acheté une grosse option, donc ils ont acheté tout le cardiovasculaire, hein, avec une exclusivité pour 5 ans. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient en ARN messager sur toutes les maladies cardiovasculaires. Ils ont acheté un bon bout d'oncologie contre 240 millions de dollars, qui était à l'époque le plus gros deal jamais fait de l'industrie de la biotech pour une boîte avec une technologie préclinique, hein, donc sans données dans l'homme. Avec encore une fois 20 personnes et 6 singes. Et 6 singes. 240 millions de dollars, c'est beaucoup par singe. Waouh. Et là, tu t'es trouvé, parce que première fois où tu te retrouves en face avec quelqu'un à qui tu vas proposer une idée avec un contrat montant qui est assez fou. Raconte-nous cette discussion. À un moment, je lui pose, tu as l'avantage d'avoir été dans les grandes boîtes comme Lilly Bummer, je sais comment les grandes boîtes fonctionnent. Donc tu sais qu'il y a un bon moment, ils peuvent faire des chèques sans passer ça tout en haut. Voilà. Et je lui dis à un moment, je dis, comment est-ce que Pascal peut signer? Donc il venait juste d'être nommé nouveau CEO. J'avais entendu parler de Pascal, mais je ne le connaissais pas. Et il dit 100 millions. Et je lui dis, bon, dans ce cas, il faut que je rencontre Pascal, parce que c'est lui qui va devoir aller justifier le deal au board. C'est 240. Parce que pour tout ce que vous voulez, ça ne peut pas être 100 millions. On parle de ton début, là. Quand tu lances, c'est plutôt maladie rare. On parle, c'est comme ça que Brenda, au départ, te dit, fais-le, parce que c'est maladie rare. Comment ça s'est passé? Parce que c'est pas là où tu as été connu. Est-ce que toi aussi, là-dessus, tu as eu les échecs? Tu t'es rendu compte, tu as pivoté, tu t'es rendu compte que... est-ce que c'est parce que ça ne fonctionnait pas dans ces maladies rares? Il y a 2 choses qui sont passées qui sont intéressantes. C'est pour ça que l'agilité pour les entrepreneurs est fondamentale. Donc, on démarre bien sûr sur les maladies rares. Et il y a beaucoup plus de problèmes techniques, scientifiques qu'on avait anticipé avant, parce que personne ne connaissait ce domaine technique. Hein. Personne n'a fait de l'ARN messager avant. Et donc, on fait des expériences. Il y a des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas, des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas. C'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, 1 pas à droite, 3 pas en arrière. Je veux dire, ça a été au début totalement non linéaire. Et donc, il y a plein de problèmes techniques qu'on avait au niveau des maladies rares, que bon, depuis, on a résolu. Hein. On a plusieurs maladies rares en essais cliniques avec des super résultats où les enfants n'ont plus les effets de leur maladie, ce qui est assez génial. Maintenant, certains 2 ans sous traitement. Et un jour, justement, qu'on a un des échecs techniques, hein, dans des tests en animaux sur les maladies rares, Steven, qui est mon numéro 2, qui est le patron de la R&D, qui est extraordinaire, il rentre dans mon bureau et il me dit, tu te souviens de ce problème qu'on avait il y a 2-3 mois? Et je lui dis, ouais, parce que j'ai passé 2 semaines à pas dormir, je pensais qu'on allait faire faillite. Je dis, ouais, je m'en souviens bien, ouais. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, si tu connectes ça à tel autre point, à un 3e point, et il me dessine sur mon tableau dans mon bureau, et il me dit, si tu connectes tout ça ensemble, je pense qu'on va avoir la meilleure technologie de vaccin du monde. Je lui dis, je suis un ingénieur, alors j'ai fait la biologie et tout, mais je suis pas médecin. Je lui dis, tu veux me réexpliquer encore une fois, je comprends vraiment bien tous les détails. Il me réexplique ces 3 points qu'il a connectés dans sa tête, là. Et je lui dis, ah merde, ça a l'air super. Et je lui dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il me dit, t'inquiète pas, les équipes sont déjà dessus. On saura dans 1 mois. Ils débarquent 1 mois après. Ils ont fait une expérience hyper simple, que tu n'as pas besoin d'être scientifique pour comprendre. Ils ont donné à 10 souris un vaccin contre la grippe, 10 souris du placebo, donc de la flotte. Et après, ils ont donné une énorme dose de virus de la grippe. Les 10 souris sous placebo de l'eau sont mortes. Et les 10 souris sous vaccin n'ont rien vu qui s'est passé. Elles n'ont pas eu de température, elles n'ont eu aucun signe, rien. Et l'autre morte. Donc, c'est une dose terrible de virus, c'est ce qui fait généralement. Et donc, c'est l'équipe. Alors, Steven aime toujours mettre ses équipes en avance, c'est jamais lui. Donc, c'est pas lui qui m'a expliqué ça. Il a fait venir la personne qui s'appelle Eric, qui est un Taïwanais, qui nous explique ça. Et lui, on regardait, il dit, c'est pas possible, Eric, il y a une connerie. Et on dit, refais tout, quoi. Alors, lui, c'est pas possible. Et donc, Eric, il repart, c'est un peu dans la gueule. Il redébarque 1 mois après. Il a un sourire jusqu'aux oreilles. Le même résultat. Parce qu'ils ont tout, je vous refais tout. Vous refaites l'ARN messager de 0. Vous refaites tout. Vous ne réutilisez pas, c'est la même matière première, hein, le même vaccin. Je vous refassais tout de 0. Et un mois après, ils ont refait. Et en plus, à l'époque, je crois qu'ils ont fait 40 souris dans chaque bras d'études pour en plus faire voir que c'était vrai. 40 souris mortes, 40 souris sans aucun effet du virus. Et là, on se dit merde. Et donc, on part dans les vaccins à fond les ballons. Notre premier essai clinique est en vaccin.
Et bon, quand la Covid, quand le virus SARS-CoV-2 donc, apparaît, on a déjà mis 9 vaccins en essai clinique. On a changé le lipide, parce que le lipide initial, qui est d'ailleurs, petite histoire dans le vaccin BioNTech Pfizer, était OK, mais pas top. Et donc, Steven, il n'était pas satisfait. Il dit non, il ne se dégrade pas assez vite dans le corps. Je vais inventer un nouveau lipide. Et donc, il a inventé entre-temps un nouveau lipide. On met d'autres vaccins en essai clinique et après, la Covid débarque. Tu travailles sur la grippe. La Covid va te donner raison. Ce qui est bien, c'est intéressant. Les gens vont pouvoir connecter les points entre toi qui avais commencé déjà à travailler dessus, avoir les premières réflexions vaccins et les premiers tests. L'épisode de l'épidémie arrive, on s'en souvient tous, et t'es décrit, je le disais dans l'introduction, comme le Français qui va peut-être sauver le monde, puisque c'est comme ça qu'on te présente au président Donald Trump lors d'une réunion que tu as le 2 mars 2020. Donc on est en plein début de crise. Qu'est-ce que tu as pensé là, on peut se parler entre toi et moi, personne ne nous entend là, de Donald Trump là, quand tu l'as en face de toi. C'est début mars, hein, comme tu dis, donc le monde n'a pas vraiment encore réalisé que c'est une pandémie. Il n'est pas encore fermé. Sauf quelques-uns d'entre nous. On est invité donc à la Maison-Blanche. Alors c'est intéressant parce que j'ai été briefé par une équipe de Washington qui gère tous les affaires politiques et tout, et qui me disent, bon, généralement, il aime bien avoir les médias qui viennent pour parler un petit peu aux médias, puis généralement après les médias partent, et après ça bosse. Donc les directeurs généraux qui sont invités, je pense, 7 ou 8, ainsi que Fauci, donc le patron du NIH, le patron de la FDA, etc. Le ministre de la Santé sont dans la salle déjà, donc on discute pendant 1 heure de pas mal de trucs. Le président arrive, il fait le tour de la table, il est présenté par le ministre on est tous présentés par le ministre de la Santé au président. Il s'installe, donc il fait 2-3 remarques assez générales sur le fait que l'industrie doit se mobiliser, que le gouvernement est prêt à aider, etc. Et il dit à un moment, bon, on va laisser entrer les médias, ils veulent vraiment venir, et puis après on les laissera partir et on bosse. Et donc les médias rentrent. Alors moi je suis pas habitué aux médias, mais si tu veux, comme tu as dû voir la photo, ils m'ont mis en face du président pratiquement. Et donc j'avais tous les médias derrière nous, et il y avait toutes les chaînes de télé, etc. du monde entier. Et j'étais littéralement broyé, j'avais les côtes broyées sur la table parce que j'avais les caméras derrière qui poussaient ma chaise, etc. Et j'avais les micros au-dessus de la tête qu'on voit pas nécessairement, si tu veux. Donc c'est vraiment un monde totalement étranger pour moi. Et donc le président fait quelques commentaires sur le fait qu'il faut aller vite, l'industrie, médicaments, vaccins, etc. Et puis là où il nous surprend tous, et moi le premier, c'est que au lieu de faire sortir les médias, il se tourne à la patronne de GSK, donc Emma, qui est à sa gauche. Ils ont mis la seule femme patronne d'une boîte pharma à sa gauche, et il se tourne vers Emma et il dit, Emma, qu'est-ce que GSK fait pour la pandémie? Et là je me dis, oh merde, ça va être un tour de table. Ça va être un tour de table à la télé, en live, avec la planète entière qui écoute. Et donc j'avais préparé des notes, et je sais pas si ça se voit ou pas à la télé, je prends mon stylo et je commence à barrer plein de trucs que je veux pas dire publiquement, quoi, et rajouter des trucs à la main, etc. Puis le tour de table continue, etc. Et puis ça arrive à moi, où effectivement il me dit, et donc vous Stéphane, qu'est-ce que vous faites? Et donc je lui décris que, donc c'est le 2 mars, je lui décris qu'on a un vaccin sur lequel on bosse avec le NIH, Tony Fauci, depuis début janvier, et qui va être en clinique dans quelques jours qui arrivent. Il a été en fait le 16 mars, premier dosage humain. Tu dis, en fait, vous, avec l'État américain, vous avez vu, ils ont vu ce qui se passait en Chine. Non. Donc t'es là, on parle en janvier, donc c'est avant que les médias s'en emparent, et donc tout de suite, en fait, ils voient la chose arriver, ils te contactent. Comment ça se passe derrière la scène? Ce qui se passe, en fait, c'est, comme tu as dit tout à l'heure, je lis le Wall Street Journal depuis que je suis gamin tous les jours. Et donc, c'est entre Noël et le jour de l'an 2019. Je suis dans le sud de la France avec ma famille pour les fêtes de Noël. Et je lis le Wall Street Journal, il doit être 6h du matin, je suis seul, tout le monde dort dans la maison. Et je lis le Wall Street Journal, et il y a un petit article peut-être de 30 lignes qui dit « Il y a des cas surprenants de pneumonie non expliquée en Chine ». Et là que tu connectes les points, j'ai vécu toute ma vie en infectieux chez bioMérieux. Et j'ai toujours suivi les pandémies. À bioMérieux, on était, pendant que tu te souviens, la grosse crise de grippe dans les cochons au Mexique, 2009. Donc, j'étais à la tête de bioMérieux, donc on était très impliqués, parce qu'on avait un kit qui a pu permettre d'aider cette outbreak qui n'est pas devenue pandémie, heureusement. Et donc, tout de suite, j'étais sur mon iPad, je lisais sur mon iPad, j'appuie il y avait encore le bouton, je double-clique sur le bouton, je flippe l'app pour mettre mon email, et j'envoie un email à Tony Fauci.
Et je dis, Tony, parce que je connaissais Tony depuis des années, je dis, Tony, ce truc en Chine, c'est quoi? Et donc, quelques heures après, avec le décalage horaire, parce que c'est 6 heures du matin en France, donc quelques heures après, j'ai Tony qui me répond. Il me dit, on est au courant depuis quelques jours, on ne sait pas encore, je te tiens au courant. Et donc, je commence à suivre à Google, à suivre et puis, on apprend début janvier, je crois, le 2-3 janvier, je crois que je viens juste de rentrer aux États-Unis, où j'étais le dernier jour en France. Et on sait que ce n'est pas une bactérie, ce qui était hyper important, parce que ni BioNTech ni Moderna, à l'époque, aujourd'hui on sait faire des vaccins contre les bactéries. Donc, si c'est une infection bactérienne, là, il n'y avait rien à faire. Moderna et BioNTech étaient hors jeu. À l'époque, aujourd'hui, on sait faire des vaccins contre les bactéries. Et donc, c'est un virus. Et 2-3 jours après, pareil, via l'équipe de Fauci, j'apprends, c'est pas une grippe. Et c'est pas SARS, donc le SARS-1, ou le MERS, c'est celui du Moyen-Orient, mais c'est un coronavirus. Mais c'est pas un des deux qu'on a déjà fait. C'est un nouveau coronavirus. Et là, la chance qu'on a eue, qu'on était préparé, c'est que on avait bossé avec Fauci, je connais que les points par rapport à ce qu'on disait à l'Amérique il y a 2 minutes sur les pays émergents. On avait bossé avec Fauci depuis à peu près 1 an sur faire un vaccin contre le MERS, parce qu'on était inquiet que le MERS allait revenir. Donc, je ne sais pas comment dire en français, mais c'est celui du Moyen-Orient, le corona du Moyen-Orient. Et donc, on a bossé sur un corona en fait, depuis 1 an dans la technologie Moderna. Et on a réalisé avoir testé plein de protéines du virus, qu'en fait, que le meilleur vaccin avec la technologie Moderna, c'est la protéine Spike en entier, pas par bout. Tu arrives à ce moment-là, donc ce qui te permet de dire devant toutes les télés du monde, quand tous les patrons des grands laboratoires qui sont autour de toi, que ça prendra des années, qui sont extrêmement très politiques aussi. Là encore, toi, tu es entrepreneur, tête de ta propre boîte, tu es en bourse, et là tu dis, moi je sais le faire. Ouais. Tu le dis, on est d'accord. Ouais. Je sais le faire. Voilà, la raison, elle est assez simple en fait, mais encore une fois. Mais c'est un coup. Tu as vu le coup marketing? Pas du tout. Zéro. Donc toi, là, tu dis ce que tu penses. Attends. Je dis ce que je pense, parce que souvent on est en train. Moi, je suis convaincu depuis le 24 janvier 2020, donc ça fait pratiquement plus d'un mois, 1 mois et demi, que je suis convaincu que ça va être comme 1918. Une pandémie où des milliers de gens. Là, tu parles de la grippe espagnole, en 1918, 1919. Ouais, grippe espagnole, 18-19. Et donc, je suis convaincu que c'est une pandémie. Au début, je pensais que ça allait être comme SARS ou MERS. Ouais. Ce qui m'intéressait au début, quand j'étais en contact quotidien avec les équipes de Tony, j'avais dit à Tony en septembre 2019, je pense qu'on peut être en clinique en 60 jours, s'il y a une pandémie. Et Tony et son équipe étaient morts de rire du franchouillard avec son accent français à couper au couteau. Et littéralement, ils étaient morts de rire en fin de journée à cette réunion. Et il me dit, Stéphane, tu réalises qu'il nous a fallu 2 ans pour avoir le premier essai clinique qui démarre, première dose dans un être humain, quand il y a eu SARS. 2 ans. Et tu me dis que tu fais ça en 2 mois. 10 fois plus rapidement. Je dis ouais. Et donc, mon but au début, c'est de prouver à Tony que je peux faire ça en 2 mois. Que le franchouillard, voilà. Il va te démontrer ce qu'il sait faire. Et après, ça devient je pense que c'est une pandémie fin janvier. L'FDA avait dit, on veut au moins 50% pour approuver un produit, parce que c'est la pandémie et tout, et on sort 95%. Ah, tu te souviens quand tu as le chiffre? Ouais, je me souviens, ouais. Le sourire, il est dingue. Ah, c'était un moment extraordinaire de ma vie que je n'oublierai jamais, quoi. C'était un dimanche, j'étais à la maison, et donc on savait que le comité éthique se réunissait, parce qu'on a traversé le nombre de cas, donc le nombre de cas a eu lieu, je crois, le mercredi. Donc Steven me dit, tiens, on vient d'avoir nos 89 cas. C'est là que la pétoche tombe, je dis, oh putain, on va voir les résultats. Et il me dit, le comité éthique donc, est en train de d'éplucher tous les dossiers, patient par patient, de faire la qualité contrôle pour s'assurer qu'ils ne font pas d'erreur, bien sûr, d'analyse ni rien. Donc, c'est tout vérifié 2 fois. Et il dit, et ils ont prévu, parce qu'ils bossaient comme des bêtes, tout le monde bossait comme des bêtes, hein, et ils ont prévu dimanche matin un comité d'éthique. Donc, ils vont tout regarder les données et ils nous appelleront après. C'est comme ça, on est courant de rien, quoi. C'est terrible. Et c'est pour ça que les gens qui écoutent doivent savoir que le processus de développement des médicaments en termes d'éthique et vraiment pour s'assurer que tout est bien fait pour la protection des gens est super bien fait. Et heureusement. Et donc, oui, heureusement, bien sûr. Et donc, on passe 4 jours à pétocher comme des malades. Et le dimanche matin passe et tiens, je revois maman toutes les 10 minutes et tout. Il t'appelle? Non. Et Steven me dit, je t'enverrai un texto parce qu'à un moment, à la fin du comité, parce qu'on n'est même pas invité au comité d'éthique pour qu'il n'y ait aucune influence des sociétés. Ouais. Donc, ils se réunissent, ils analysent tous les chiffres, etc. Et à la fin, ils appellent ce qu'on appelle le sponsor, donc la boîte, qui sponsorise ces cliniques. Et donc, on se joint au call, qui était sur Zoom et tout. Et donc, Fauci faisait partie pour tous les vaccins, il était au comité d'éthique de tous les vaccins.
Et donc, on se joint au call. Donc, Steven m'envoie un texto, il me dit, voilà le numéro, join. Et donc, je me mets, j'étais dans mon bureau, j'étais dans mon bureau, j'essaie de me patienter, je me connecte. Et c'est Tony qui prend la parole. Et il dit, je suis hyper heureux de vous dire que les résultats sont extraordinaires. Le vaccin a l'efficacité de 95%. Tu sais ce que tu as dit à ce moment-là? J'ai rien dit. T'as rien dit? J'étais scié, ouais, on était sciés, ouais. Tous. Il y en a qui pleuraient et tout, on était sciés, ouais. Et donc, il nous explique les trucs, quelques détails techniques liés à ce qu'on fait. Et puis, on raccroche au bout de 10 minutes, donc c'est hyper rapide et tout, quoi. Et puis, je me souviens, je sors de mon bureau, je suis à la maison, donc dimanche, et je vais vers l'escalier, parce qu'on a une maison à étage de ville, et je crie Chloé, Olivia, Brenda, et donc tout le monde débarque. Parce qu'ils savaient, parce que je leur avais dit, parce que j'étais ingérable. On ne parle pas à papa ce soir. Et j'étais ingérable, quoi. Et tout le monde arrive, et je leur dis, et on s'est tous pris dans les bras de famille, et on a tous pleuré comme des madeleines, quoi. Ah, je m'en souviens toute ma vie. Ouais. Ah, ça doit être un moment unique dans ta vie, ça. Ouais. C'était assez extraordinaire, quoi. 10 ans de boulot, d'échecs, de moments super durs. Et puis 12 mois de fou, qu'on a bossé les samedis, les dimanches, toutes les semaines. Quoi. Parce que c'était ta réussite à toi, mais tu savais, de facto, tu allais sauver des vies. Alors là, c'est. Ouais, c'est ça, c'était sûr. C'était que. Et c'est intéressant parce que j'ai souvent été invité depuis, dans des business schools. Et tu sais, souvent, j'ai la question, c'est quoi votre secret de leadership Et je dis, ça a été, au niveau leadership, le job le plus simple de ma vie, quoi. Parce que j'ai jamais eu besoin d'expliquer aux gens, de demander aux gens des sacrifices énormes et tout. Tous les collaborateurs, à tous les niveaux, ont été, pendant toute l'année, on a bossé comme des bêtes, avec une motivation que j'ai jamais vue de ma carrière, parce que c'était personnel pour tout le monde, quoi. Parce que le monde est bien sûr. Et tout le monde a les enfants, les inquiets des parents, les époux. Et peut t'apporter ça, parce qu'en gros, tu avais aussi peur pour tes proches. Exactement, ouais. Parlons d'oncologie. Où vous en êtes? Tu es positif sur tous les cancers? Je pense qu'on a une percée extraordinaire qui est en train d'avoir lieu via la plateforme de Moderna sur le cancer, qui, je pense, initialement, va marcher sur l'essentiel des cancers, ce qu'on appelle d'organes solides, donc non leucémie. Hein. Les leucémies, c'est à peu près 10%, les cancers du sang, à peu près 10% des cancers en termes de nombre. Hein. 90%, ce qu'on appelle les cancers solides dans le métier, donc du sein, la prostate, etc. Donc, les données qu'on a aujourd'hui, c'est sur le cancer de la peau. Mais vu que c'est là où vous êtes le plus avancé en termes de données dans l'homme, sur des patients, bien sûr, qui ont des cancers de la peau. Et les données qu'on a montrées, c'est que comparé à la meilleure molécule disponible aujourd'hui, donc on n'a pas pris la molécule moyenne ou pris la meilleure molécule disponible aujourd'hui, on a montré 65% de réduction de métastases qui se développent ou de mort par rapport aux 65%. gens. Donc plus d'une personne sur deux est en fait en rémission sur le cancer. Ça s'est donné à 2 ans après leur opération, donc pour enlever leur cancer au niveau chirurgical. On a d'ici la fin de l'année 2023, donc, qui arrive, les données à 3 ans. J'ai un pari avec mes équipes que les données à 3 ans seront meilleures que les données à 2 ans. Parce que si tu regardes les courbes de survie, encore une fois, tu n'as pas besoin d'être médecin pour comprendre les courbes de survie. La courbe de survie des gens qui ont le produit Moderna, c'est aplati. La courbe de survie du meilleur produit sur le marché continue à descendre. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on connaît les données entre 2 et 3 ans de ce produit-là parce qu'il est déjà approuvé. Donc, ils ont déjà de leur phase 3. Et tu vois qu'entre 2 et 3 ans, ça continue à descendre. Donc, les paris que j'ai avec mon équipe, c'est que notre courbe va rester plate et que leur courbe continue à descendre. Donc l'écart est plus important. Comment tu te projettes? Quand est-ce que le grand public pourra avoir accès à ces produits? Alors, je pense que dans certains pays, ça va dépendre beaucoup des décisions des agences réglementaires dans différents pays ou régions. Je pense que les premiers, c'est potentiellement 2025 pour le grand public. Si les données qu'on a d'ici la fin de l'année à 3 ans sont positives, 2025, on est en train de construire une usine parce que c'est des produits qui sont en fait individualisés. Donc, c'est notre folie Moderna. C'est qu'on a fait un même produit pour littéralement des milliards de gens, ce qui sont des volumes même pour l'industrie assez incroyables. Et là, on construit une usine industrielle totalement l'inverse, où littéralement, si toi et moi, on a un cancer de la prostate diagnostiqué le même jour, Moderna fera pour Alexandre et Moderna fera pour Stéphane 2 produits physiques, chimiques différents. Donc adaptés parfaitement à mon ADN. À l'ADN de ta cellule cancéreuse. Ma cellule cancéreuse. Ouais. Qu'on compare à ta cellule saine. Tu me disais d'ailleurs d'une manière assez directe, mais aussi franche et avec un peu de malice,
ne sois pas malade dans les 10 prochaines années, n'aie pas de cancer dans les 10 prochaines années. Ça veut dire que pour toi, dans 10 ans, tu vas continuer à améliorer la technologie et à peu près tous ces cancers, tu veux me dire physiques, avec un organe attaché, Ouais. tu penses que... Je pense que la plupart seront gérables par nous et j'ajouterai une dimension importante, parce que je suis sûr que certaines personnes qui vont entendre ça ne vont pas me croire, bien sûr, comme quand je dis qu'on aura un vaccin d'ici la fin 2020, mais ça j'en ai l'habitude depuis 12 ans, c'est qu'il y a une autre évolution extraordinaire qui est en train d'avoir lieu hors des murs de Moderna, c'est ce qu'on appelle les biopsies liquides. Donc en fait, c'est la capacité aujourd'hui de pouvoir trouver des cancers très tôt via une prise de sang. Donc c'est disponible aujourd'hui. Comme je suis un curieux T'es un geek du scientifique, toi. Donc j'ai bien sûr essayé le produit, maintenant 2 fois. Le prix est encore un petit peu élevé, mais comme tout, avec les effets d'échelle, je pense qu'on doit avoir un produit qui serait sans doute... Alors c'est pas un produit moderne, des produits sans doute autour d'à peu près $100, je pense, par test. Qu'aujourd'hui, ils sont plutôt à $800. Voilà, exactement. Et qui permettent de voir dans une prise de sang avec des faux positifs et des faux négatifs très gérables aujourd'hui, c'est dans les quelques pourcents, donc c'est vraiment assez précis. Et je pense que ça va continuer à s'améliorer parce que je pense qu'il ne faut pas parier contre les scientifiques qui travaillent jour et nuit sur ce genre de technologie. Et donc, je pense que la médecine, assez rapidement, va devenir qu'en faisant ton check-up annuel chez ton médecin, tu vas avec ton cholestérol, ta glycémie, etc., mais que tu vas aussi faire ce test. Et que si tu fais ça chaque année, donc si tu as une nouvelle tumeur qui a uniquement moins d'1 an, on sera capable, nous, via ton autorisation, via une app qu'on développera, de te demander ton autorisation. Alexandre, je suis d'accord que cette société-là nous transmette tes informations génétiques. Et nous, on fera un vaccin. On te demandera, c'est quoi ta pharmacie de ton quartier? Et on fera en 4 semaines un vaccin pour toi qu'on enverra par FedEx à la pharmacie de ton quartier, qui est un injectable dans ton muscle, comme un vaccin normal. Aujourd'hui, c'est 9 doses à 3 semaines d'écart. Parce qu'en fait, on a besoin de reprogrammer ton système immunitaire pour qu'il aille bouffer ton cancer. Mais dans les données cliniques qu'on a montrées jusqu'à aujourd'hui, selon les patients, c'est entre 3 et 4 doses où ça marche. Donc, c'est pas impossible que dans la durée, on soit aussi capable de réduire le nombre de doses. Et c'est un vaccin qui est avec la même chimie que le vaccin Covid. Stéphane, je te propose maintenant une dernière pause amicale. On l'écoute. Bonjour Stéphane, c'est Karen Lanchner du Figaro. Alors j'ai eu la chance d'échanger régulièrement avec vous pendant le Covid, de suivre l'épopée incroyable de Moderna et de parler aussi avec vous de la place de la France dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, j'ai une question simple à vous poser. Qu'est-ce qui pourrait un jour vous faire revenir en France ? Ministre de la Santé, peut-être ? Merci Stéphane, à très bientôt. Question de Keren, qui est une amie que j'adore, qui suivait au Figaro le secteur santé. C'est Keren qui nous a fait nous rencontrer également. Donc merci Keren, qui te pose cette question-là. Ministre de la Santé. Je rigole parce que je ne sais pas si c'est le type de rôle sur lequel je pourrais contribuer le plus. Mais est-ce que tu aimerais ? J'ai jamais vraiment réfléchi, donc je sais pas. Joker, enfin faux Joker, en fait, t'as pas suffisamment réfléchi. Non, j'ai jamais réfléchi. Mais non, toi tu me dis toujours, je me réfléchis à 3 à 5, 10 ans, oui, là mais t'as pas... Non, parce que si tu veux, c'est pas du tout un monde qui est le monde que je connais. Moi, je suis dans le monde de l'entreprise, je suis dans le monde de la philanthropie. Bah justement, on va parler de ce monde-là, philanthropie, activité philanthropique majeure, pilotée, copilotée, pilotée beaucoup par ton épouse Brenda. Toi, tu passes aussi du temps, t'aimes beaucoup ça, pas plein temps, parce que t'as quand même, on a compris, un job qui te prend un peu de temps, mais le dimanche, tu passes beaucoup de temps là-dessus. Vous financiez via votre fondation, créée en 2021, des organisations d'accès autour de l'accès à l'éducation, à la santé, à la nourriture, santé mentale, diversité. D'ailleurs, j'en profite ici pour te remercier, pour vous remercier, Brenda et toi, du financement que vous avez fait pour cette nouvelle start-up, ce nouveau grand projet solidaire que j'ai lancé qui s'appelle Infinite, qui permet à tous ces jeunes extrêmement méritants, les meilleurs de leur classe, de faire les études qu'ils méritent de faire. C'est des pré-étudiants à taux zéro, sans garant, dans le monde entier. Donc, je te remercie encore ici. Mais Infinite, c'est un petit projet parmi tout un tas de projets que vous financez. Plein de questions par rapport à ça. Est-ce que pour toi, c'est totalement logique que le minute où vous avez suffisamment, tu avais arrêté de manger des pâtes et du beurre en espérant qu'un jour, un de tes produits puisse trouver justement l'aval du marché? Est-ce que Brenda avait cette même philosophie? Et puis, il faut qu'on en parle, puisque toi, vous avez décidé de tout dépenser de votre
vivant et on parle de tout donner, pas de tout dépenser, c'est différent. Tu as parfaitement raison. Merci. Ce qu'on appelle spend down aux États-Unis, c'est pour ça que je dis le spend, mais c'est pas give down aux États-Unis, on dit spend down, qui est en fait tout dépenser, mais bien ici, c'est tout donner. Donc là, beaucoup de questions. C'est normal pour toi? Il n'y a pas d'autre logique? Il n'y a personne qui a besoin d'autant d'argent. Donc, ni nous, ni nos enfants, ni personne. Et puis, il y a tellement de problèmes dans le monde, de gens qui souffrent, de gens comme on fait avec Infinite, qui pourraient faire des choses de leur vie, pour eux, leur famille, l'impact qu'ils auraient est extraordinaire et tout. Donc, il y a tellement de choses fantastiques qui peuvent être faites. Je ne comprends pas les gens qui ont beaucoup d'argent et qui le gardent ou qui essaient de le faire grossir, etc. J'ai aucun intérêt d'être l'homme le plus riche du cimetière, quoi. Ça, tu l'as dit depuis tout le temps. Ben, ce qu'il y a, c'est qu'on a toujours même quand on n'avait pas d'argent. On a toujours donné de l'argent, même quand on n'avait pas d'argent. Alors, bien sûr, pas du tout les mêmes sommes. Hein. Mais si tu veux, on a toujours, avec Brenda, depuis qu'on est mariés, donné de l'argent. Brenda s'est toujours impliquée au niveau bénévolat dans une école dont on supporte beaucoup, dans un quartier défavorisé de Boston, avec beaucoup d'immigrants de Porto Rico, Cuba, etc. Et elle y passe du temps. On a donné un petit peu d'argent à l'époque, avec ce qu'on pouvait financièrement. Et donc, ça a toujours été quelque chose de naturel pour nous. Et donc, et comme je pense, j'espère que tu sais, et puis que les gens comprennent avec ce qu'on vient d'expliquer, que le but de Moderna, c'était pas faire de l'argent, le but de Moderna, c'était faire des produits extraordinaires pour sauver les vies de beaucoup et d'aider beaucoup de gens au niveau santé. La conséquence, dans un monde capitalistique, d'avoir eu des actions en tant que dirigeant et fondateur et investi à chaque tour de table. Je suis la seule personne dans le monde qui investit à chaque tour de table nos économies, quoi. Et donc, elle t'aime, Brenda. S'il est fou, mais je l'aime. Exactement. Et donc... Oui, mais justement, parlons de chiffres, parce que tu as décidé d'écrire cela. C'est-à-dire que vous allez sur le site de Moderna, vous allez voir sur le site le fait que tu t'es engagé dès 2021 à dire, voilà, je vais donner... En somme, quelles sont les sommes que tu t'es engagé à donner? Ça dépend de la valeur de l'action de Moderna. Donc, je ne sais pas si ce serait aujourd'hui, ça serait 2 milliards. Si c'était il y a 6 mois, c'était 4 milliards. Voilà, donc dans quelques années, ça sera, j'espère, 10 milliards. Il faut bien comprendre, là, on n'est pas en train d'argent que... Ni toi, ni ton épouse, ni tes enfants, ni tes cousins, ni personne n'en verra la couleur puisque ça va être donné. Ouais. Et donc, nous, on va essayer de donner, et ça, j'espère, l'essentiel durant notre vivant, mais comme personne prévoit le jour où il va mourir, on a aussi prévu, si tu veux, que les enfants soient les deux, parce qu'elles sont majeures maintenant, au conseil d'administration de la Fondation, pour aussi commencer à leur expliquer comment ça fonctionne tout ça, mais aussi, elles ont chacun des sujets qui leur tiennent beaucoup à cœur. Et donc, depuis maintenant plusieurs années, elles ont un petit budget, d'ici 10 000 euros à donner chaque année. Mais donc, elles doivent nous expliquer chaque année à quelle elles donnent, pourquoi. Donc, il faut leur présentation, leur recherche et tout. Et l'autre partie du deal avec nous, parce que c'est facile de donner l'argent de papa et maman, c'est qu'elles doivent aussi y consacrer de leur temps. Donc, elles doivent être bénévolat dans cette organisation pour que nous, en plus, on donne les 10 000 $ à cette fondation. Pour commencer, à les éduquer, à les former, mais pas que ça devienne un poids, parce qu'elles ont 19 et 21 ans, elles font leurs études, je veux qu'elles vivent aussi leur jeunesse, quoi. Stéphane, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.